Amis auditeurs, bonsoir, merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro de l'invité du Pharma Group. Les données de santé restent un élément essentiel, un élément fondamental dans la prise de décision pour optimiser les prises de décision en santé. Les données de santé, la constitution des big data, à un moment où on parle beaucoup d'intelligence artificielle. Avec nous, pour en parler ce soir, un spécialiste de la question, le professeur Houari Toumi. Merci professeur d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes chef de service de pharmacologie à l'établissement hospitalo-universitaire d'Oran, directeur du laboratoire recherche et développement pharmaceutique, membre de l'Académie française de pharmacie, et également, et c'est là où vous êtes le pilier pour cette émission, chef de projet PASS, portant sur le dossier électronique du patient qui avait été mis en place en 2012 à l'établissement hospitalo-universitaire d'Oran, et vous êtes également président du comité pédagogique national de pharmacologie et de pharmacie clinique. Professeur, encore une fois, merci d'avoir accepté notre invitation. Un ou deux mots peut-être? Oui, c'est vrai que j'ai piloté le projet PASS de l'année 2012 après avoir effectué on a eu après une réunion de concertation entre les membres de la Commission européenne pour le projet Sud-Sud et la société qui a implémenté l'outil informatique, les membres du ministère de la Santé et la direction de l'hôpital EHU d'Oran. Alors, l'élaboration de la charte. Alors justement, c'est là que j'ai introduit cette première question, puisqu'on est entré de plein pied dans la question essentielle du PASS. Alors, le HU d'Oran, c'est en 2012 qui a bénéficié effectivement de ce financement pour la mise en place d'un système d'information sanitaire dans le cadre de ce projet PASS, qui est un outil de gestion et de rationalisation des soins. Il avait été choisi, le HU d'Oran avait été choisi comme site pilote. Il intégrait un système d'information décisionnelle et le fameux dossier électronique médical. Alors, quels ont été les apports majeurs de la mise en place, c'est une question importante, en place d'un tel système, et quelles sont les retombées 20 années plus tard? Le projet a-t-il été implémenté dans d'autres secteurs de santé? Ok, parce que le HU d'Oran a été choisi pas d'une manière parce que le HU d'Oran, mais le HU d'Oran à l'époque, c'était une nouvelle construction et où elle a bénéficié d'une installation informatisée au niveau de chaque service, au niveau même au niveau des administrations, pratiquement partout il y avait des bouches d'informatique, d'internet, et ça a permis d'une manière directe à accepter le projet. Parce que le projet, vous le savez, les difficultés maintenant qui résident au niveau des 14 autres CHU, ce n'est pas la ressource humaine. La ressource humaine, elle existe. C'est surtout les infrastructures et l'installation d'Internet. Et pour pallier à ce problème, parce que c'est des anciens hôpitaux, Internet à l'époque, il n'y avait pas. Mais pour pallier à ce problème, nous devons connecter tous ces hôpitaux-là, les 14 hôpitaux, par ce qu'on appelle le WiMAX, par le wireless. Ça veut dire qu'on va donner une bande passante d'Internet à travers le wireless, à travers le Wi-Fi. OK? Oui, le produit a été implémenté. Jusqu'à maintenant, les avantages de ce produit, c'est la validation de l'inscription, c'est la célérité dans l'information et dans le dossier électronique qui est stocké au niveau des serveurs. Mais malheureusement, il faut qu'il y ait des extensions de serveurs. Parce que pourquoi les malades? Ce n'est pas 15 malades ou 20 malades, c'est des milliers de malades. Et il faut des grands serveurs
certains hôpitaux de l'Europe, ils ont des fermes de stockage. Je dis bien des fermes de stockage. Carrément, des milliers de zones de stockage afin d'abriter les dossiers de patients. Et avec, bien sûr, prescription au-delà de 10 ans, ils peuvent écraser ces dossiers-là et de laisser que les dossiers nouveaux. Ça a été prévu dans l'implémentation. Ça a été prévu dans l'implémentation. Mais on doit quand même voir ce problème et de pallier à cette notion de stockage, parce que c'est très important. Le stockage, c'est très important. Il va y avoir une saturation des serveurs. Et une fois les serveurs sont saturés, il y aurait plus d'informations à stocker. Tu devrais éliminer d'autres informations anciennes et, euh, et d'avoir les nouvelles. Parce que ça permettra d'avoir un identifiant national et ça permettra de transférer le dossier de wilaya à wilaya sans que le patient ramène sa papier avec lui, ses radios, ses scanners, ses IRM. Il suffit juste de cliquer de son identifiant national que vous recevrez toutes les informations concernant votre patient. Et ça permettra aussi, à travers le logiciel Business Object, de faire des évaluations cliniques des patients, d'avoir la prédominance de telle ou telle pathologie et de telle ou telle région. Il y a, par exemple, à Sétif, il y a beaucoup d'hyperthyroïdie par rapport à Alger ou insuffisance cardiaque. Il y a beaucoup de diabétiques à Constantine qu'à Annaba. Et tu auras cette prévalence et cette oui, l'incidence des pathologies, ça veut dire que le dossier électronique permettra d'avoir, à travers le Business Object, le logiciel Business Object, ça te permettra d'avoir l'incidence pathologique. Tu auras par exemple une incidence de telle ou telle pathologie par rapport à telle et telle wilaya. Et ça te permettra d'avoir une vision, une visibilité médicale sur les régions de l'Algérie. Ce DEM, ce dossier électronique du patient, permettra aussi d'amorcer la contractualisation et d'assurer ce qu'on appelle la tarification à l'acte, la T2A. Et cette tarification à l'acte permettra une comptabilité analytique sereine et ça permettra aux gestionnaires d'avoir une gestion de gouvernance et d'assurer un décloisonnement sur le plan financier. Et comme vous le savez, la subvention va disparaître. Il y aurait aussi l'intégration du ministère du Travail, la CNAS, qui subventionne les maladies sans qu'il y ait l'information, aura l'information et elle va subventionner de manière sereine et rationnelle le financement de tous les hôpitaux d'Algérie à travers la comptabilité analytique, à travers la contractualisation. On a commencé à faire la tarification de l'acte concernant la chirurgie cardiaque. On sait maintenant une chirurgie cardiaque combien elle coûte pour l'hôpital. Ils sont venus. Ils sont venus pour la tarification à l'acte. Ça a été amorcé avec la chirurgie cardiaque. Et puis maintenant, on a fait l'étude que la comptabilité analytique de la chirurgie cardiaque, on sait combien elle coûte. Elle coûte une CES ou combien elle coûte une chirurgie cardiaque pour un patient donné. Voilà. Oui. Alors, professeur, si j'ai bien compris, pour en revenir à la tarification à l'acte, ça veut dire que grâce au système PASS qui a été mis en place, la cotation des divers actes médicaux au sein de l'hôpital a pu être déterminée et c'était l'élément essentiel qui manquait dans la contractualisation avec les hôpitaux. Corrigez-moi si je me trompe. Tout à fait, parce que on peut pas rassembler
la, la, toutes les informations en support papier, ça va nous prendre du temps. C'est-à-dire que si on va s'amuser à faire la contractualisation en support papier, pour un patient, ça va nous prendre au moins un mois de rassembler toute l'examen biologique, l'examen radiologique, tout ça, vous les rassemblez. Mais là, vous avez l'outil informatique, vous rassemble toutes les informations et vous aurez, il suffit d'un seul petit clic, vous aurez la facture qui sortira à la fin. Combien coûte ce patient pour l'État, pour le HU? Et ça a été l'accord de principe, ça a été signé entre la CNAS et le. L'accord de principe a été signé avec la CNAS concernant la chirurgie cardiaque et le HU d'Oran. Ça a été fait. Maintenant, on sait pertinemment combien il coûte un patient en chirurgie cardiaque pour la CNAS. Et le remboursement se fera directement sans qu'il y ait une subvention forfaitaire. Cette subvention forfaitaire peut être voilà, c'est un remboursement à l'acte. Il n'y a plus la subvention forfaitaire où c'était arbitraire en quelque sorte, où elle va être en hausse ou en baisse. On ne le sait pas. C'est un jeu de cartes en quelque sorte. C'est un jeu de hasard par rapport à ce que vous avez entre les mains, une facture bien détaillée concernant un patient de chirurgie cardiaque. Et ça fonctionnerait, je ne dirais pas ça pourrait, ça fonctionnerait pour les autres pathologies. Ça veut dire que toutes les autres pathologies, ça fonctionnera. Maintenant, l'inconvénient, c'est l'adhésion du ministère du Travail d'une manière directe afin de contractualiser. Et là, on peut rembourser les actes qu'il faut rembourser et les actes qui ne seront pas remboursés. Le problème se pose que pour les urgences. Pour les urgences, qu'est-ce qu'on a prévu? On a prévu à donner ce qu'on appelle un ATU. C'est un forfait que chaque patient qui rentre dans les urgences, on lui donne par exemple 3 000 dinars. 3 000 dinars, c'est un ATU, c'est comme un forfait. Et cet ATU peut être à la hausse comme il peut être à la baisse. Pourquoi? Si ce patient qui rentre en urgence et il nécessite une IRM, ces 3 000 dinars sont partis. Vous devriez encore ajouter dans sa facture. S'il rentre juste pour une petit soin et tout ça, il va consommer ces 3 000 dinars. C'est un forfait. Ça s'applique aussi en Allemagne, aux États-Unis ou en Angleterre, ça. Parce que la difficulté dans la contractualisation à travers le dossier électronique du malade dans le monde, le problème se pose au niveau des urgences. Parce que vous n'avez pas, vous allez avoir plusieurs spécialités qui vont intervenir et vous allez avoir un certain nombre de checklists, de paramètres biologiques ou de paramètres radiologiques que vous allez prodiguer à votre patient à son admission. Ce qui fait Abdou, pour tout ce qui est urgence, c'est un forfait et ce forfait peut aller vers une hausse ou il peut garder juste le forfait qui lui a été attribué. C'est pas comme une chirurgie cardiaque où on sait qu'il a besoin d'un bilan pré-op, il a besoin d'une radiologie, il a besoin d'un acte d'une technicité chirurgicale. Et là, c'est défini. Alors, justement, je vous suis. Alors, je note les éléments, le cumul de données, le cumul de data qui se transforme en big data, la difficulté de stockage, hein, vous évoquez le problème, c'est effectivement une compétition technologique sur le plan international. On va y revenir tout à l'heure. La politique nationale de santé, prévue dans l'article 4 de la loi santé 2018, s'appuie sur le système national de santé. Ok, c'est l'article 5, d'accord. En vue d'établir une planification sanitaire, forcément sur des données solides et des programmes de santé également sur des données solides, des données de santé, ces éléments se construisant sur la base de ces données collectées.
D'après vous, cela a-t-il pu se concrétiser à un moment où on aborde les rencontres régionales en vue d'élaborer les textes d'application de cette loi santé? Y a-t-il eu des obstacles? Quelle est leur nature? Oui, l'obstacle majeur, c'est quand on a commencé à implémenter l'outil, la difficulté ne réside pas sur l'architecture ou sur les algorithmes, parce que c'est facile. N'importe quel informaticien algérien pourrait les faire. Le problème réside sur les licences, les vraies licences. C'est pas craquer une licence et en plus c'est un réseau VPN. C'est comme celui de la banque. En aucun cas, euh, en aucun cas, on va hacker ou rentrer parce qu'il y a beaucoup de hackers. En aucun cas, on va rentrer dans ce système et voir la nature du patient et voir qu'est-ce qu'il a comme maladie, voir tout ça. Ça, c'est la première difficulté. Il y a aussi le problème des licences, parce que les licences, il faut avoir des vraies licences. Ce n'est pas des licences. Et la licence, généralement, c'est actualisé chaque année. C'est-à-dire que chaque année, vous devriez débourser 2 millions de dinars pour les licences. Nonobstant qu'il faut avoir le langage Oracle qui est très, très cher. Le langage Oracle, il est vraiment cher parce que vous devriez impérativement avoir le langage Oracle pour la gestion. Parce que c'est facile de faire une cascade ou une architecture ou des algorithmes afin d'élaborer un logiciel. C'est facile de le faire. C'est très facile. Il suffit d'aller vers l'école d'informatique, vous leur demandez votre fin de projet, vous allez me faire ça. C'est surtout les licences. Et surtout d'avoir des licences d'exploitation et qui sont très très chères aussi. La licence d'exploitation, par exemple, la licence Business Object, elle coûte aux environs de 20 millions de dinars. Et qu'elles sont renouvelables chaque année. Chaque année, vous renouvelez. Et c'est ça l'inconvénient. C'est un entretien pratiquement permanent. En plus de l'inconvénient du stockage, où j'avais dit, par exemple, l'hôpital de Colmar et de Strasbourg, ils ont privé carrément une ferme de stockage. Quand je dis une ferme, ce n'est pas une ferme à l'extérieur. À l'intérieur de l'hôpital, il y a une ferme. Il y a des milliers de serveurs. Et c'est ça l'inconvénient, Abdou. Donc les budgets en principe doivent être prévus parce que indéniablement l'exploitation de ces données permettra de générer des économies pour la sécurité sociale. On passera d'un Beaucoup. paiement forfaitaire à un paiement à l'acte, donc un paiement réel. Ça réduira considérablement les pertes. Où en sont les textes d'application par rapport Concernant les il y a l'Observatoire national de la santé hein, qui est cité dans l'article 11 de la loi santé, qui travaille sur la base de données scientifiques, épidémiologiques, démographiques, économiques et sociales. Et il permet de contribuer à l'élaboration des éléments, on l'a cité tout à l'heure, de la politique nationale de santé. Où en sont les textes d'application? Oui, ça, je ne vais pas vous mentir. Je ne vais pas te mentir, cher ami. Mais ça, les textes, c'est vrai que le HE a été pris comme établissement pilote afin de contractualiser. Parce que cette contractualisation, il ne faut pas occulter la notion d'intersectoriel. La notion intersectorielle, ici, elle est dedans. Je parle de subvention. Cette subvention que donne le ministère du Travail aux hôpitaux, elle n'est pas du tout suffisante. Il faut qu'il y ait une comptabilité analytique, il faut qu'il y ait une contractualisation afin que nous puissions avoir une vision globale sur la gestion de nos établissements de santé et que nous vous éviterons toutes les déperditions à droite et à gauche, la redondance d'examen
d'examen et de revoir carrément le patient, parce que le patient, on doit connaître que l'Algérie, elle est grande et que le patient qui se déplace et qui tombe malade, il est là, il est au sud, en plein vacances, il tombe malade et que vous devriez refaire carrément ces examens, ça prend, c'est une déperdition. Mais si tu as son identifiant national, il suffit qu'il te donne juste le nom et prénom et sa date de naissance, son identifiant sort et tu auras l'information directement qui va te remonter dans ton micro. Et tu auras toutes les informations. Est-ce qu'il est diabétique, n'est pas diabétique? Est-ce qu'il a fait une radiologie? Quand est-ce qu'il a fait son bilan? Quel jour, quel mois? Et tu as toutes les informations. Là, tu as un gain. Et dans la contractualisation, cette comptabilité analytique te permet d'avoir une gestion directe des hôpitaux, que nous ne tomberons pas dans les créances avec la PCH, nous ne tomberons pas avec les créances à la fin, avec beaucoup de créances. Et ça, c'est très mauvais. Ça, c'est très mauvais. On doit traiter toute la population algérienne. C'est vrai que la loi sanitaire, on doit la gratuité des soins, mais cette gratuité de soins doit être secondée avec une comptabilité analytique. Vous avez le droit d'être soigné gratuitement, mais l'argent qu'on va débourser pour cette personne, il est de temps. Et l'argent qu'on va mettre pour prendre en charge notre population qui a une prédominance, une population diabétique, on doit se fixer sur les médicaments qu'on doit ramener. Ça nous permet. Alors, oui. Si vous permettez, parce que ça devient très, très intéressant, la collecte de ces données de santé. Il y a donc pour l'instant l'établissement hospitalier universitaire d'Oran qui a participé à cette collecte de santé. Il y a également les données de santé qui se situent au niveau de la CNAS, hein, qui, depuis 2006, je vous le rappelle, je le rappelle pour nos éditeurs, hein, depuis 2006, les pharmaciens conventionnés transmettent régulièrement toutes les consommations de médicaments à la santé. Est-ce que donc c'est ce big data qui, on va en parler tout à l'heure, qui introduit l'intelligence artificielle pour mettre en place les modèles prédictifs. Oui. Où en sommes-nous en matière de collecte de données? Tout à l'heure, on discutait dans les rencontres qui vont se dérouler le 18 décembre 2021, celle du ministère de la Santé. J'étais en pleine réunion et j'étais dans l'atelier médicaments et équipements scientifiques. Et là, on parlait sur l'intégration de l'officine de la ville, l'officine de ville, à l'hôpital. Et c'est important. Et quand il y a l'information, le patient, quand il va dans une officine de la ville, on retrouvera son ordonnance. Il suffit juste de cliquer son identifiant que vous allez avoir son ordonnance et vous allez lui délivrer et que le médecin traitant, il sait pertinemment dans son micro qu'il a reçu son médicament qu'il lui a prescrit. Il aura ce qu'on appelle la trousse de médicaments. Il sait qu'il a pris son médicament. Si même un jour, il débarque chez la pharmacie de ville et il demande, il lui dit j'ai mal à la tête, il lui prescrit du paracétamol, ça ressort, c'est son médecin traitant. Et là, vous aurez l'information. Ça, c'est intégrer les officines de ville ou la pharmacie de ville à l'hôpital. Et c'est impératif. C'est un chemin qu'on doit partir. Malgré nous, on doit y aller. Si vous voulez avoir, si vous voulez avoir les informations idoines sur votre patient, parce que votre patient, il est là, il est traité, il sort avec une trousse, et puis il part chez sa pharmacie. On ne sait pas ce qu'ils lui ont délivré, parce qu'il y a une coupure entre l'hôpital et l'officine de ville. Parce que l'officine, la pharmacie, est un point de santé et qu'il doit acquérir les médicaments pour sa santé. Et c'est important. C'est important. La France a déboursé plus de 21 milliards d'euros
pour l'intelligence artificielle. Dans 7 milliards d'euros, juste pour la santé, Ah, ah, ah. dans les 7 milliards. Alors, si vous permettez, professeur, on entre dans ce qu'on appelle l'intelligence artificielle et les modèles prédictifs. On va développer la question. Pour illustrer un peu pour nos auditeurs, la chercheuse algéro-irlandaise, Dr Noa Khaldi, Oui, qui est, je le rappelle, mathématicienne et spécialiste en intelligence artificielle et machine learning, elle est à la tête d'une équipe d'une quinzaine de chercheurs en Irlande. Elle a identifié cette année, au mois de mars, des peptides antidiabétiques de moins de 15 acides aminés issus de notre alimentation quotidienne. oui. C'était des acides aminés qui ont les propriétés de l'insuline, l'insuline qui a une cinquantaine d'acides aminés. Elle a obtenu un financement grâce à ses travaux, elle a pu obtenir un financement de l'Union européenne de 3 millions de dollars pour lancer les essais cliniques. Pouvez-vous nous parler des possibilités offertes par l'intelligence artificielle qui semblent bouleverser la recherche médicale et quelles sont les applications possibles en matière de développement pharmaceutique et de découverte de nouveaux médicaments? Je parlerai, Abdou, de notre expérience algérienne. Notre expérience algérienne, Abdou, euh, nous savons tous que les déclarations des effets indésirables posaient des problèmes, vu la charge de travail des cliniciens, vu la notification qui tarde et tout ça. On a créé, à travers l'intelligence artificielle, on a créé la VGICE. VGICE, c'est quoi? C'est à travers l'application Android, le médecin, il répond à 13 items, le déclarant, il répond à 13 items, puis la machine learning qui est disposée à notre niveau, on a pris la méthode française, le Naranjo et la Alden. La méthode française pour les études d'imputabilité, on a combiné entre la méthode française, Naranjo et Alden. Elle va lui donner le score et elle envoie au clinicien le score d'imputabilité et les recommandations, et elle envoie au patient de surseoir à l'utilisation de ce produit ou d'arrêter le produit et de voir en urgence votre médecin. Cette machine learning. Il y a aussi une autre étude d'intelligence artificielle avec l'équipe mixte dont je suis dans l'équipe. Je suis dans l'équipe des chercheurs entre informaticiens, mon équipe du laboratoire de recherche, sur la vaccinovigilance. C'était le fameux passeport sanitaire. Avant les Français, je dis bien avant les Français. Et j'ai informé Smaïn Mousbah. Il m'a dit, écoute, Toumi, c'est la pandémie restant. Je leur ai dit, écoutez, c'est juste la géolocalisation des gens qui sont vaccinés et des gens qui ne sont pas vaccinés. C'est tout. C'est tout, Smaïn. C'était plus ça. Parce que dans le passeport vaccinal, la vaccinovigilance, c'était plus la vaccinovigilance et la géolocalisation de l'effet indésirable. S'il y a un effet indésirable redoutable, une myocardite ou un problème de Guillain-Barré, tout ça, on saura le lot et on saura l'endroit où est le Guillain-Barré. Le travail, il est là, il est prêt, il est fin prêt. Ils m'ont dit arrêtez, stop, en attendant. On a arrêté. Pour la troisième innovation, c'est plus la conciliation. C'est ça, c'est le travail qui est en train de monter en France. C'est celui de l'hôpital civil et les officines de ville, la pharmacie de ville. La connexion entre eux. Le projet, il est là. On a 3 projets qui sont fin prêts. Il reste juste le financement et l'opérabilité de ces 3 projets. Ils sont là, hein, les 3 projets. Ils sont là. Alors, pour notre dernière question, pour voir la volonté, les projets existent. Les pouvoirs publics ont lancé pour la rentrée 2021
les premières promotions de l'école supérieure et de mathématiques et l'école supérieure de l'intelligence artificielle qui ont été créées par décret présidentiel et qui ont été inaugurées récemment à Sidi Abdallah. Elles ont rencontré un vif succès. Il y a eu près de 15 000 demandes pour 400 places pédagogiques dans un premier temps au niveau du pôle technologique de Sidi Abdallah, je vous le rappelle, à Alger, avec une moyenne au bac supérieure à 16 pour l'école supérieure de mathématiques et supérieure à 17 pour l'école supérieure d'intelligence artificielle. Ce projet qui a été fait en collaboration avec 5 pays, dont la Chine, le Royaume-Uni, le Japon, la France et les États-Unis, ouvre des perspectives très intéressantes. De la volonté publique certainement. Est-ce que vous sentez, d'après vous, qu'il peut y avoir effectivement un impact fort positif dans le domaine de la santé pour la concrétisation de cette intelligence artificielle? La collaboration, Abdou, la collaboration, elle doit passer impérativement par ce qu'on appelle la mutualisation. La mutualisation de la matière grise, pas la mutualisation d'équipement. Parce que moi, je suis informaticien. Il me faut les idées du pharmaco. Il me faut les idées du clinicien. Et là, on va mutualiser les idées, pas mutualiser les équipements, parce que c'est facile de mutualiser les équipements. Tu viens chez moi, je te fais l'analyse, et puis tu pars chez toi, et le problème est réglé. C'est entre machine et produit. Mais là, c'est entre idée et conception de l'idée. Comment faire de l'idée, la rendre, parce que l'informaticien, il va piocher sur les bouquins, il ne va rien tirer. Mais l'idée, dans le domaine pharmaceutique, je me considère que je suis dans le domaine pharmaceutique, il y a des ressources comme moi, beaucoup de ressources comme moi. Je ne suis pas le number one en Algérie. Je suis un gars simple. Il y a des ressources comme moi qui pourront travailler, mutualiser leurs idées afin qu'ils puissent, à la fin, obtenir une solution idoine pour l'intelligence artificielle. Et c'est très important. Tout à fait. Des généticiens. Oui, poursuivez, je vous en prie. Oui, des généticiens avec des informaticiens, des généticiens, des pharmacologues et des généticiens, des informaticiens avec des anatomopathologistes, des greffeurs de reins. J'ai lu hier un article sur le robot et l'intelligence artificielle dans la transplantation rénale. C'est un niveau très, 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 très haut. Là, c'est vrai de créer l'école doctorale, mais dans les enseignements doivent être des enseignements basiques, où c'est des enseignants qui vont assurer tout ce qui est basique, c'est de l'informatique, c'est le machine learning et tout ça, mais qu'il faut qu'il y ait des enseignements de spécialité en médecine, des modules en médecine, dans le domaine de la pharmacie, dans le domaine médical, dans le domaine de la dentisterie et dans la génétique, afin qu'il puisse, l'étudiant, élaborer son fin de projet d'une manière à ce qu'il n'aura pas de difficultés. Parce que créer une base de données, autant qu'informaticien, il peut la créer, mais il ne peut jamais interpréter une base de données. Il faut que le pharmacien, le clinicien ou le généticien ou le dentaire lui montre comment interpréter. Et c'est très important. Cette école doctorale doit impérativement avoir à l'intérieur, dans ses bio-informaticiens, je les appelle bio-informatiques, doit avoir un enseignement en médecine et faire les spécialisations dans ceux qui vont partir en robotique avec des ingénieurs, avec des automaticiens, l'automatisme, avec des médicaux
pour tout ce qui est médecine et de faire des spécialisations au bout de la 4e ou la 5e année pour ces étudiants-là. Professeur, nous arrivons, Oui. nous arrivons au terme de notre émission. Je vous laisse le mot de la fin. Oui. Allez-y, je vous laisse le mot de la fin. Le mot de la fin, moi, quand je me regarde, j'ai peur. Mais quand je me compare, je m'assure. C'est moi qui te remercie, Abdo. Vraiment, je... Quant à vous, amis auditeurs, je vous remercie de nous avoir suivis et je vous donne désormais rendez-vous à une prochaine émission. D'ici là, bonne soirée.